qu'est-ce qu'on a à un peu plus d'1 degré? On a les canicules qu'on connaît aujourd'hui. On a au Pakistan une vague de chaleur qui dépasse 50 degrés, suivie d'inondations qui ont inondé 1/7 du pays. On a le Groenland qui a commencé à fondre. On a 15% des coraux tropicaux qui sont morts. On a entre 10 et 20% de la forêt française qui va mourir à climat constant. Hein. Alors les arbres, ils mettent des années, des dizaines d'années à mourir. Mais je veux dire, à climat constant, il y a déjà 10 à 20% de la forêt française qui va mourir. On a les sécheresses récurrentes qu'on commence à connaître et les canicules qu'on commence à connaître et qui vont devenir, rien que dans un climat qui s'est réchauffé de 1,1 degré, 5 fois plus fréquentes que ce qu'on avait sur la deuxième moitié du 19e siècle, et avec une température maximale atteinte quand elles arrivent qui est de plus de 1,5 degré au-dessus de ce qu'on avait dans la deuxième moitié. Donc rien qu'avec ce 1,1 degré, hein, même si on arrêtait d'enrichir l'atmosphère en CO2 aujourd'hui. Le changement climatique, il n'est pas parti pour s'arrêter. Alors pourquoi il n'est pas parti pour s'arrêter? Parce que alors pour ceux d'entre vous qui ont des notions de chimie dans la salle, il y en a sûrement quelques-uns dans l'industrie, vous savez vraisemblablement que le dioxyde de carbone est un oxyde et donc que c'est une molécule chimiquement stable. Quand vous mettez une molécule chimiquement stable dans l'air, eh bien la molécule reste comme elle est, elle n'a pas envie de changer. Ce qui veut dire que le CO2, une fois qu'il est mis dans l'air, il est inaltérable. Il n'a pas de processus spontané d'épuration. Pour que le CO2 ressorte de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, il est soit repris par la végétation avec l'aide d'un photon, avec l'aide de l'énergie, donc c'est un processus endothermique, ça n'arrive pas tout seul, ça n'arrive pas la nuit par exemple, ou bien il y a un phénomène de vase communicant entre l'atmosphère et l'océan, qui fait qu'une partie du CO2 que vous avez mis dans l'air, en gros, il y a plus de place dans l'océan que dans l'atmosphère, et donc il passe à la surface de contact entre les deux, de l'atmosphère dans l'océan. C'est ce que les physiciens appellent un équilibrage de pression partielle. Ces deux phénomènes sont des phénomènes lents. Alors, la conséquence de cette affaire, c'est qu'une fois qu'on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, au bout d'un siècle, il n'y en a que la moitié qui est partie. Pardon, au bout d'un siècle après arrêt des émissions. Donc on arrête totalement, on crée un surplus, on arrête les émissions, d'accord ? On a arrêté les émissions. On arrête les émissions. Eh bien, un siècle après arrêt des émissions, il y a la moitié du surplus de CO2 qui est toujours dans l'air. 1000 ans après l'arrêt des émissions, il y a un quart du surplus qui est toujours dans l'air. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, il y a toujours 10 à 15% du surplus qui est toujours dans l'air. Ce qui veut dire que l'état de l'atmosphère ne reviendra jamais du restant des temps historiques là où l'atmosphère était avant le début de l'ère industrielle. Donc une partie de la dérive climatique qu'on a mise en route, elle est inarrêtable, notamment sur la hausse du niveau de l'océan, sur la fonte d'une partie de la cryosphère, etc., quoi qu'on fasse à partir de maintenant. Et par ailleurs, le système sociotechnique qu'on a bâti sur Terre, il ne va pas s'arrêter d'émettre demain matin, parce que le seul cas de figure dans lequel on aurait ça, c'est pandémie mondiale qui tue tout le monde, guerre thermonucléaire, etc. Mais sinon, on ne va pas passer de 1,2 milliard de véhicules particuliers, qui font notamment vivre notre hôte de ce soir, jusqu'à 0 en une semaine, d'accord? Ça ne va pas arriver. Bon. On ne va pas passer de 2200 gigawatts de centrales à charbon dans le monde à 0 en une semaine. D'accord? Ces trucs-là ne vont pas arriver. Ce qui veut dire que des émissions, il va continuer à y en avoir. Et tant qu'on émet, l'atmosphère s'enrichit en CO2. Tant que l'atmosphère s'enrichit en CO2, la température augmente. Donc le climat va continuer à changer. Et pour vous fixer quelques ordres de grandeur, et je vais finir par ça, aujourd'hui, donc, le climat s'est réchauffé d'à peu près 1,1 degré par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, et plus précisément la moyenne qu'on a eue sur la planète entre 1850 et 1900. Donc vous prenez la totalité de la surface planétaire et la totalité du temps qui s'est écoulé entre 1850 et 1900, vous faites une moyenne de tout ça. Eh bien, la température aujourd'hui s'est déjà réchauffée d'un peu plus d'1 degré par rapport à cette moyenne. Alors qu'est-ce qu'on a un peu plus d'1 degré? On a les canicules qu'on connaît aujourd'hui. On a au Pakistan une vague de chaleur qui dépasse 50 degrés, suivie d'inondations qui ont inondé 1/7 du pays. On a le Groenland qui a commencé à fondre. On a 15% des coraux tropicaux qui sont morts. On a entre 10 et 20% de la forêt française qui va mourir à climat constant. Hein. Alors les arbres, ils mettent des années, des dizaines d'années à mourir. Mais je veux dire, à climat constant, il y a déjà 10 à 20% de la forêt française qui va mourir. On a les sécheresses récurrentes qu'on commence à connaître et les canicules qu'on commence à connaître et qui vont devenir, rien que dans un climat qui s'est réchauffé de 1,1 degré, 5 fois plus fréquentes que ce qu'on avait sur la deuxième moitié du 19e siècle, et avec une température maximale atteinte quand elles arrivent qui est de plus de 1,5 degré au-dessus de ce qu'on avait dans la deuxième moitié. Donc rien qu'avec ce 1,1 degré, hein, même si on arrêtait d'enrichir l'atmosphère en CO2 aujourd'hui.
On a les précipitations qui ont déjà commencé à diminuer. Il ne vous aura pas échappé qu'en France, sur les 20 derniers mois, on n'en a que 3 ou 4 qui ont connu des précipitations supérieures à la normale. Tous les autres mois ont été déficitaires et l'hiver qu'on vient de passer a été extrêmement déficitaire. Ce qui veut dire que le niveau des nappes aujourd'hui est extrêmement bas par rapport à la normale. Sur on va dire sur les 8 dixièmes du pays, actuellement, les nappes sont en dessous de leur niveau normal. Alors que la saison de recharge est quasiment terminée normalement. Voilà, tout ça c'est avec 1,1 degré. À 2 degrés, alors il y a des choses qui vont concerner les Alpes et puis il y a des choses qui vont vous concerner indirectement, même si ça ne se passe pas dans les Alpes. Alors je vais commencer par un truc qui va vous concerner indirectement. À 2 degrés, vous avez à peu près 1 milliard d'individus sur Terre, tous les gens qui habitent dans la bande équatoriale, qui se mettent à vivre dans un endroit dans lequel les conditions externes sont celles d'un hammam en permanence. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des gens ici qui sont allés dans un hammam. Il y a des gens qui sont déjà allés dans un hammam? Oui? Tout le monde, j'en sais rien. Bon. Bon, alors, vous êtes capable d'y rester une demi-heure ou une heure. Je ne suis pas sûr que vous soyez capable d'y rester un mois d'affilée. Eh bien, là, on va avoir affaire, sur toute la bande équatoriale, à des zones dans lesquelles, plus d'un jour sur 2 dans l'année, vous aurez une température qui sera supérieure à celle de votre peau, avec un air saturé en humidité. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas refroidir votre corps par contact avec l'air, et vous ne pourrez pas refroidir votre corps en évaporant de l'eau, la transpiration, parce que l'air sera saturé en humidité. Donc vous risquez votre peau, même pour une personne jeune et en bonne santé, à sortir dehors. 1 milliard d'individus à 2 degrés. Alors ça ne concerne pas les Alpes, mais ça concerne 1 milliard d'individus qui vont chercher à aller ailleurs. Donc un jour, ça concernera la France et donc les Alpes. Vous avez également à 2 degrés la totalité des coraux tropicaux qui sont morts, la quasi-totalité des coraux tropicaux qui sont morts, la moitié, voire un peu plus, de la forêt française, enfin les espèces actuellement plantées qui sont mortes. Vous avez 20% d'humidité en moins dans les sols, donc vous avez une production agricole qui va baisser. Or, il faut savoir que dans les Alpes, et ici, c'est là que vous avez le kilométrage le plus long pour nourrir la population de toute la France, parce que vous êtes loin des zones agricoles. Du reste, avant que l'énergie abondante ne fasse l'industrie et le tourisme qui font aujourd'hui la richesse du pays, ici, vous aviez des éleveurs de montagne et vous n'en aviez pas beaucoup. Et c'était des gens pauvres. Hein. Donc, dans un monde dans lequel il n'y a pas de transport longue distance, ici, on n'a pas du tout les moyens de maintenir la population existante. Vous êtes beaucoup trop loin des zones agricoles. Dans un monde dans lequel il n'y a pas de transport. Donc, le fait qu'il y ait une pression croissante sur les denrées agricoles, ça, c'est quelque chose qui va se ressentir partout, y compris chez vous. On va avoir une pression croissante également sur les écosystèmes installés, normal, parce qu'ils sont installés dans les conditions climatiques historiques qui étaient très stables depuis 10 000 ans. Et donc, voilà, si on déstabilise rapidement les conditions... le niveau de l'eau va continuer à monter. Alors ça ne vous concerne pas directement, mais ça peut vous concerner indirectement. Si par exemple on commence à avoir des problèmes de fonctionnement des ports, tous les gens ici qui ont des exportations, ils sont directement concernés. Si on commence à avoir des problèmes de dommages aux infrastructures de transport qui vous relient au port, vous êtes également directement concernés. Et dans l'autre sens, pour l'importation des vêtements, des chaussures, de la nourriture, etc., des tables, des chaises. Essayez aujourd'hui d'acheter une casserole qui soit pas made in China, bon courage. Eh bien, c'est pareil, vous êtes directement concerné. Donc en fait, les conséquences du réchauffement climatique, il ne faut pas les voir juste comme des conséquences locales. Bien sûr, la mer de glace va continuer à fondre et c'est désagréable. Bien sûr, le glacier des Bossons va continuer à fondre et c'est désagréable. Bien sûr, de temps en temps, un morceau de montagne va continuer à descendre et c'est désagréable. Mais ce n'est pas juste ça les conséquences que vous allez avoir. Vous allez également hériter, comme moi, comme tout le monde, des conséquences à l'échelle macroscopique, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est terriblement interconnecté et terriblement interdépendant. Et donc, ce qui se passe à un bout de la planète peut directement impacter les conditions de vie de gens de l'autre côté de la planète.